Eh bien, bonjour aux élèves de quatrième. Donc, cette vidéo concerne le travail sur la révolution industrielle que vous aviez à faire avant les vacances. Donc, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances, qu'elles ont été à la fois reposantes, mais également quand même un peu studieuses, où vous avez pu quand même vous remettre en forme pour la dernière ligne droite pour les prochaines semaines. Je vous rappelle que comme prévu cette semaine on reprend en distanciel, mais qu'on se retrouve donc dès la semaine prochaine, lundi prochain, en classe, et que donc, petit rappel pour ceux qui auraient un peu décroché dans les derniers jours, on était en train de travailler, en tout cas on avait commencé un chapitre en distanciel aussi, hein, c'était la semaine avant les vacances, sur la révolution industrielle et vous aviez commencé par faire une introduction. Je vous avais donné comme travail, là vous l'avez sous les yeux, il y avait un lien où vous aviez regardé une vidéo, vous vous souvenez, où je vous avais demandé également de faire un petit schéma ou une petite carte mentale, un nuage de mots, enfin en tout cas pour essayer de trouver les idées principales sur la révolution industrielle, et on avait corrigé ça ensemble dans une vidéo avant les vacances. Et ensuite, je vous avais donné comme travail à faire, eh bien, de compléter ce tableau-là qui expliquait ce que c'était que la révolution industrielle en 3 points. Donc les progrès technologiques, les énergies nouvelles, la révolution des transports et la production de masse avec la naissance des grandes entreprises. Je vous propose donc de le corriger. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous demander de prendre le temps de le faire. C'est pas très long. Si vous avez pu photocopier cette fiche-là, eh bien, vous pouvez prendre la correction dessus. Si vous n'avez pas pu photocopier pour X raisons, eh bien, vous pouvez reprendre la correction sur votre cahier. Et puis, la semaine prochaine, hein, puisqu'on se reverra lundi prochain, je pourrai fournir à ceux d'entre vous qui n'ont pas pu photocopier cette fiche, je vous la donnerai en classe. Je vous propose donc de prendre cette correction, de prendre votre livre pour pouvoir suivre au fur et à mesure les différents éléments que nous avons sur cette fiche-là. Et donc, on se prend la correction ensemble. Vous aviez d'abord à regarder le livre page 84-85 pour travailler donc sur les progrès technologiques. Et la première question, c'était pourquoi les productions se développent-elles à grande vitesse au début du 19e siècle? Donc quels sont les moyens et les lieux qui remplacent le travail artisanal? Et donc, et vous aviez repéré normalement dans le livre que l'on parle de l'apparition de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles machines qui vont permettre au début du 19e siècle de produire plus vite, et qui vont donc amener à concentrer le travail dans des usines, ce qui va être en fait la naissance de la révolution industrielle, d'où le terme de révolution industrielle. L'innovation technologique sur laquelle s'appuient les nouvelles machines qui sont mises en place, l'innovation qui va servir de moteur, c'est la machine à vapeur qui va être inventée. Alors il y a différents inventeurs de la machine à vapeur, mais en tout cas celui qui a véritablement mis en place la machine à vapeur, c'est un ingénieur anglais qui s'appelait James Watt à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, qui va permettre donc de produire de l'énergie à partir du charbon. Donc on ne rentre pas dans les détails techniques parce qu'on n'est pas en cours de physique-chimie, mais ça va permettre effectivement d'actionner des pistons, et la vapeur va donc permettre de faire tourner des machines qui vont pouvoir remplacer les mains humaines, et qui vont pouvoir permettre de travailler plus vite, de produire plus, à plus grande échelle. Et donc, quel rapport entre ces innovations, cette machine à vapeur, et puis le développement des régions d'extraction minière? Vous aviez une carte, document 1, page 82, regardez bien. Eh bien, vous remarquerez que les usines qui utilisent ces machines, elles s'installent à côté des gisements miniers. Ça va créer des grandes régions industrielles, puisque là où il y a du charbon, eh bien, les usines vont s'installer à côté. Pour ne pas avoir des coûts de transport en plus, elles vont installer leur usine à côté du charbon, et on va utiliser le charbon pour produire la source d'énergie pour pouvoir faire fonctionner les machines. Vous avez compris l'idée, vous avez compris le principe. Ça, c'est ce qu'on a appelé la première révolution industrielle. Et puis, si vous regardez au document 2, page 86, eh bien, petit à petit, tout au long du 19e siècle, bon, encore une fois, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il y aura d'autres innovations au fur et à mesure. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, on aura l'apparition, aux alentours des années 1880, de l'électricité, mais également du moteur à explosion, qui permettra l'apparition des premières voitures à la fin du 19e siècle. Vous en avez une photo dans le livre, et c'est ce qu'on a appelé ça la deuxième révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Ça, c'est donc les progrès technologiques et les nouvelles sources d'énergie. Ensuite,
La révolution industrielle, c'est aussi une révolution des transports, puisque si vous regardez à la carte page 82 et également le document 1, page 86, vous remarquerez que le moyen de transport qui se développe et qui va révolutionner justement le transport de marchandises et de passagers, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer qui apparaît dans la première moitié, dans le premier quart même du 19e siècle, et qui petit à petit eh bien, va se répandre tout au long du 19e siècle, et qui va permettre justement, on va le voir après, de développer la révolution industrielle. Dans le même temps, on a également le moteur à vapeur qui est utilisé pour les bateaux. Bateau à vapeur, vous en avez des représentations dans le livre. Et ça permet aussi, quelles conséquences pratiques ont ces nouveaux véhicules sur la durée et sur le coût des transports? Et ben forcément, on va réduire la durée de transport, on va aller beaucoup plus vite pour faire de l'exportation de produits. Et comme on va plus vite et qu'on va commercer plus loin, eh bien, ça va réduire les coûts des transports, puisque plus je commerce, plus je peux commercer et plus ça va me rapporter de l'argent. Et donc, quel effet tout ça sur le commerce national et international? Eh bien, vous imaginez bien que grâce au chemin de fer et grâce aux bateaux à vapeur, on va pouvoir importer et exporter plus de produits, plus loin dans le monde, et donc on va voir apparaître ce qu'on a appelé la première mondialisation, et ça renvoie à notre chapitre de géographie qu'on a vu en début d'année, puis tout au long de l'année jusqu'ici. Je vous rappelle que la mondialisation qu'on a vue en géographie, c'est le fait que toutes les parties du monde sont connectées, qu'on commerce de plus en plus vite et qu'on est en communication rapide partout dans le monde. Je vous rappelle ce qu'on avait vu par exemple sur les porte-conteneurs, les bateaux, etc. Le commerce mondial aujourd'hui, la vitesse à laquelle ça va, eh bien les débuts de cette mondialisation, c'est la révolution industrielle du 19e siècle, où on a commencé justement par le chemin de fer et par le bateau à vapeur à pouvoir commercer, produire et vendre des produits un petit peu partout dans le monde, plus vite. Tout ça nous amène à troisième partie, une production de masse et la naissance des grandes entreprises. Le tableau que je vous avais mis très rapidement au-dessus sur la répartition des travailleurs du textile en France au cours du XIXe siècle, il est très parlant. Vous remarquez bien qu'on est passé de 240 000 personnes en 1820 qui travaillaient dans des petits ateliers artisanaux à la maison, c'est-à-dire des gens qui tissaient, qui avaient des métiers à tisser à la maison et qui produisaient en toute petite quantité pour vendre. Et puis, en fait, 40 ans plus tard, en 1860, vous voyez qu'ils ne sont plus que 10 000, alors qu'à l'inverse, les ouvriers en usine qui produisent justement ces habits à grande échelle, ils sont passés de 126 000 à 427 000. Il y a donc de moins en moins d'ateliers artisanaux parce qu'on produit de plus en plus dans des usines où on a une concentration des ouvriers. Et pourquoi tout ça? Eh bien, si vous avez bien suivi les deux parties précédentes, les deux cases de gauche là qu'on vient de faire juste avant, les deux causes principales qui expliquent cette nouvelle façon de produire, qui se sont répandues dans toute l'Europe, qu'est-ce qui a imposé la production en usine et non plus en petits ateliers artisanaux? C'est parce que justement maintenant, au cours du 19e siècle, eh bien, on utilise des machines qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont de plus en plus grosses, et donc on ne peut pas les mettre dans des ateliers artisanaux, il faut les mettre dans des grands espaces, dans des grandes usines, et que donc du coup, ça va faire disparaître les ateliers artisanaux, puisqu'ils vont être remplacés par ces grandes usines dans lesquelles on trouve les machines. Et dernière question, comment les patrons des entreprises ont-ils trouvé la main-d'œuvre justement pour travailler dans ces usines? La main-d'œuvre, elle est venue souvent de la campagne, puisque dans la campagne justement on utilisait des machines, donc du coup on avait besoin de moins en moins de bras, de moins en moins d'hommes pour faire la production agricole, et que tous ces gens qui ne servaient plus à rien à la campagne, qui n'avaient plus de travail, eh bien ils sont partis en ville, ce qu'on appelait l'exode rural, ils sont partis de la campagne pour aller en ville, en allant chercher du travail en ville, et ils en ont trouvé, puisque les usines justement avaient besoin d'eux, comme le montre le tableau au-dessus. Les ouvriers ont quitté les campagnes, on n'avait plus besoin d'eux, ils sont venus travailler dans les usines en ville, où on avait besoin donc de leurs bras pour travailler sur les machines, et très souvent c'était des métiers qui ne nécessitaient pas de connaissances particulières, pas de diplôme particulier, qui étaient souvent du travail répétitif, où justement on demandait à l'ouvrier de faire toujours la même chose pour pouvoir produire plus vite. Et justement, inversement par rapport à ce qui se faisait dans les ateliers artisanaux avant, c'était pas un ouvrier qui faisait une production du début à la fin, mais lui, il produisait juste une pièce
un seul truc qu'il faisait en continu, toujours le même geste très répétitif. Ça permettait que chaque ouvrier soit spécialisé dans un domaine, dans une façon de produire, et mis bout à bout, eh bien, ça permettait de produire des pièces en plus grande quantité. Et plus rapidement, c'est ça, en fait, la naissance de cette travail, de ce monde ouvrier, de ce travail d'usine et de cette révolution industrielle qui va donc changer complètement la façon de produire, la façon de vivre au cours du 19e siècle, puisque là, on était purement dans les progrès technologiques et techniques. La deuxième partie, qui sera la suite du travail, ça sera de travailler et de réfléchir à qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens, en fait, cette façon de produire, cette révolution industrielle, qu'est-ce que ça change dans les paysages, qu'est-ce que ça change dans le quotidien. Évidemment, les ouvriers ne vivent pas de la même manière maintenant dans les villes et dans les usines qu'à l'époque où ils étaient à la campagne. Donc ça sera une deuxième partie et ça sera le prochain travail que je vous fournirai dans le courant de la semaine, en sachant que demain, mardi et jeudi, je suis absent, vous l'avez vu sur Pronote puisque je suis en formation, mais que je vous transmettrai au moins quand même dans le courant de la semaine la deuxième partie de ce travail-là que vous aurez à faire, et je pense que cette deuxième partie, eh bien, nous pourrons la reprendre ensemble en classe quand on se reverra lundi prochain. Ça permettra aussi d'éclaircir certains points que vous n'avez peut-être pas très très bien compris. Donc on reprendra tout ça. Pour l'instant, votre travail de cette reprise et de ce début de semaine, c'est de prendre cette correction. Et donc je vous souhaite un bon courage à tous et à bientôt.